rencontre avec l'artiste, je suis votre animateur Gilles Plouffe. On a invité aujourd'hui un artiste, danseur, chanteur et interprète. Son rêve, se rendre à New York, faire ses études là-bas. Il finit par passer 10 ans et il se retrouve sur les planches à Broadway. Je vous invite à rencontrer Martin Bédard. Salut Martin! Salut Gilles! Je suis content que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Ben écoute, c'est moi qui te remercie. C'est un honneur, c'est le fun. Mon Dieu, ben c'est gentil. Une question, la première question que j'ai pour toi. Explique-moi, tout a commencé à partir d'une game de hockey à l'âge de 5 ans. Ouais. Explique-moi ça. Mes parents, ils voulaient que je fasse des activités. Fait que, à 5 ans, ils m'ont inscrit à une ligue de hockey, équipé, full équipe. Et après 3 pratiques à la glace, j'ai pété une crise historique. Et j'ai fait, le hockey, c'est pas pour moi. Alors, ils m'ont demandé, ben, on veut que tu fasses une activité. Fait que je leur ai dit, ben, moi, je veux faire du ballet. Alors, OK. Attends. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, le hockey? C'était trop violent? C'était trop rough? C'était quoi? Écoute, Gilles, il faudrait que tu me vois sur des patins, tu vas tout comprendre. Ah oui? Non, Qu'est-ce que je verrais? Je sais pas, j'avais aucun fun à faire ça. Moi, me tenir sur 2 lames, là, ça marche pas du tout. Fait que, après ça, quand j'ai dit... Le patinage artistique pour toi non plus, là. Comment tu dis? J'ai dit le patinage artistique, ça n'aurait pas plus marché pour toi, là. 2 lames, c'est non. Non, je trouve ça beau, là. Je trouve ça bien beau. Puis le hockey, je vais suivre ça à l'occasion, mais... Ah ouais. Non, moi, faire ça, c'est pas pour moi pantoute. Non. Je suis même pas capable d'arrêter en patin. Faut que j'arrête sur une bande ou c'est sur pas évident, hein? Ouais, c'est ça. Même aujourd'hui, je mets des patins des fois, moi, puis je me souviens plus comment arrêter. Oui, c'est ça. Puis, OK, alors, tu décides, toi, tu veux faire du ballet. T'as quel âge, là, quand tu as commencé tes cours de ballet? J'ai commencé à 6 ans. Ouais. Donc, j'ai fini mon année de hockey, excusez, mais ses fesses, là, tu sais, pas ses lames. Et puis, en septembre prochain, je commençais des cours de ballet. J'ai eu la chance, moi, d'avoir des parents ouverts à ça, parce que là, on parle qu'on est en 1976. Hein. Donc, j'ai commencé mes cours de ballet et là, j'ai tripé. Alors, toute la danse, j'ai commencé par le ballet. Après ça, on est déménagé, ce qui a fait que j'ai été obligé de changer d'école. Et là, il y avait de la claquette. La claquette, du ballet, du jazz, tout ça. Et là, j'étais dans tout plein de cours et ça me faisait triper. La claquette, c'est depuis ce jour-là. Donc, j'ai fait de la ça. claquette. J'ai fait ça, de la danse à claquette, quand j'étais jeune. Oui, j'avais 6 ans. T'as arrêté? J'ai adoré. Oui, j'ai oui? arrêté, mais j'ai adoré. Je suis passé d'une affaire à l'autre. Une longue histoire, là. Je suis passé de la danse à claquette au sport. Après ça, je suis revenu vers la musique. J'ai joué la clarinette, le saxophone à l'école secondaire, tout ça. Mon père m'a sorti de la danse à claquette pour me mettre dans des cours de boxe, imagine. C'est ma mère qui me faisait prendre des cours de piano, des cours de danse. Mon père, lui, c'était la boxe. Il voulait faire un bon petit fighter avec moi, tu sais. Mais voilà. Mais, oui, c'est ça. On revient à toi, pas à moi. Hein. C'est pas... on veut parler de toi. C'est bon. OK. Alors, la claquette, tu as beaucoup aimé ça. Oui, là, j'ai fait ça écoute, jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans, 12 ans. Et là, je me suis déchiré les ligaments de la cheville en patin, justement. J'ai fait du patin avec mon cousin, puis je me suis déchiré les ligaments de la cheville. Ça confirme que le patin, c'est pas pour moi. C'est non. Et là, j'ai eu un bon médecin de famille qui me disait, parce qu'il savait que je dansais depuis quelques années, c'était amateur à des écoles de parascolaires, là, et j'ai dit, moi, je veux faire de la scène, je veux danser. Fait qu'il dit, si tu veux danser, continue à danser. Comme tu as déchiré tes ligaments de la cheville, il faut que tu arrêtes de danser pendant 2 ans. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que, tu sais, quand tu as une passion, moi, déjà, c'était une passion. Là, je dansais tout le temps. Tu sais, j'ai cassé des vases, des affaires chez nous parce que je faisais des arabesques. Puis Donc, arrêter de danser 2 ans. Tu sais, quand tu as 10 ans, 12 ans, là, c'est long, 2 ans. Tu sais. C'est là que j'ai commencé à prendre des cours de piano. J'ai arrêté de danser. Puis j'ai pris des cours de piano, puis j'ai pris des cours de chant aussi. Puis ça, j'ai bien aimé ça aussi.
Tu joues encore? Tu joues encore le piano? Non, ben non. Ben, j'ai un keyboard, tu sais, je peux me faire des accords, mais non, j'ai fait 2 ans de piano. Le piano, moi, j'adore ceux qui jouent du piano, là, j'admire ça. Mais j'ai pas la patience ben, la patience ou la passion peut-être, hein, parce que ça prend ça pour travailler, arriver à une expertise. Puis j'ai pas travaillé le piano. Ben, je sais Aujourd'hui, pas. On a je des choses regrette en un peu. C'est commun. quelque chose que On a- j'aurais dû peut-être faire. Ça m'aurait aidé à d'autres choses. Tu sais. Ben, c'est sûr, hein, c'est un instrument extraordinaire. Puis on a des choses en commun parce que la danse avec la claquette, le piano, moi aussi, 2 ans, puis j'ai arrêté après. C'est intéressant de voir, là. On Puis voit le c'est. parallèle, hein? Ouais. On a peut-être pas tout à fait le même âge. Moi, c'était avant ton temps un peu, mais ouais, il y a des parallèles. Ouais, OK. Après, on retourne au piano, on continue. C'est ça. Fait que là, ben, je prends ça 2 ans. Après ça, je chante. Là, je suis revenu en danse, mais j'ai continué à chanter. Et encore une fois, j'ai eu un très bon professeur de chant parce qu'arrive un temps où les gars ont mu, hein? Et quand tu chantes et que tu pousses et que tu es en mutation, pas en mutation, mais que tu es en train de muer, ben, la voix, elle peut prendre une tournure moins bonne, ou en tout cas, c'est pas garanti que c'est ça, mais en tout cas, mon professeur m'a conseillé d'arrêter de chanter pendant le temps que je muais. Ce que j'ai fait. Et puis, je me suis consacré à la danse. Après ça, moi, j'étais boursier pendant le soir au secondaire. Là, j'étais rendu au secondaire. J'étais boursier au Grand Ballet canadien de Montréal. Après ça, j'ai été boursier aussi chez Louise Lapierre. Puis j'ai été boursier aux ateliers de danse moderne de Montréal. Fait que j'ai fait un parcours de danse là, de l'âge de 6 ans à aller jusqu'à 16 ans. Là, c'était du temps plein là, pour la danse, sauf les 2 années là, que j'ai eu ma cheville déchirée. Là. Ouais. Ouais, puis c'est sûr que ça a marqué ta carrière, là, la danse, mais le chant aussi beaucoup. Tu sais, Et on bien va, là, on va en entendre fait, une vidéo tantôt, là. j'ai découvert à ce moment-là, tu sais, que le combiner la danse, le chant, je trouvais ça extraordinaire. Puis après ça, je me suis mis. C'est là que j'ai découvert la comédie musicale, en fait. Puis mon père, moi, j'avais tout le temps. J'ai commencé à travailler assez jeune, des job-ins, passer le journaux, tout ça. Là. Et le premier disque que j'ai acheté, c'est un disque de Barbara Streisand Oh! que mon père m'avait dit, Martin, je savais pas quoi acheter, tu sais, c'est mon premier achat, mon premier disque. Dans ce temps-là, c'était les 33 tours, là, c'est revenu à la mode, les vinyles, mais le- et j'ai acheté Guilty de Barbra Streisand et j'ai vraiment tripé sur cette voix-là, parce que pour moi, c'était pas juste une voix, c'est une interprète, hein, puis c'est ça que moi je voulais faire. Et après ça, je me suis mis à écouter les comédies musicales qu'elle a faites et, et ça m'a permis de voir, wow, la danse, le chant, le jeu, c'est quelque chose qui me fait triper encore plus que juste la danse. Parce que la danse, il ne faut pas se leurrer, à moins d'avoir un talent exceptionnel, c'est difficile de vivre de ça encore plus que tout le reste. Parce que, puis difficile, il faut que tu sois jeune premier, ou pas jeune, mais premier danseur, puis encore. Puis c'est aussi une carrière qui est courte, hein, à cause du physique, c'est sûr. Fait que je me suis dit, wow, combiner toutes ces affaires-là, le chant, la danse, c'était quelque chose pour moi qui est devenu une révélation à cet âge-là. Donc, quand j'étais allé pour le cégep, je me suis inscrit au cégep de Lionel Groux. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de programme de comédie musicale, mais c'était le programme d'interprétation. Alors, j'ai été accepté à 16 ans, puis je suis parti, puis j'ai fait juste un an là-bas. Après ça, je suis retourné en danse. J'ai fait un an. On avait des évaluations. Puis même franc avec toi, Gilles, j'étais paresseux à ce moment-là. Je n'ai pas travaillé mes affaires. On dirait que tout venait facilement pour moi. Puis là, c'était la première fois qu'il fallait que je travaille un peu pour devenir bon. Puis j'ai pas travaillé. Donc, j'ai redoublé mon année de cégep. Fait que ça ne me tentait pas. Je suis retourné en danse. Et à partir de là, à partir de là, moi, j'ai continué des cours de chant. Puis là, j'étais rendu à l'école Pro Chant, qui est une école qui n'existe plus maintenant. France Frenette, qui était la fondatrice, elle a fermé les portes il y a quelques années déjà. Mais et elle faisait des comédies musicales en fin d'année. Tu sais.
Et ça me rejoignait. Fait que là, j'étais dans la première production de Poupée de faïence, qui est une création de Sylvain Lemay, mise en scène par Mireille Thibault. Il y avait Lise Boyer. Donc, enfin, c'était une belle expérience, encore une fois. Et là, je combinais la danse, le chant, puis le jeu. J'avais un des premiers rôles dans la comédie musicale et j'ai vraiment trippé. Fait que là, comment j'ai fait pour me retrouver? Parce que moi, après ça, je vais faire de la comédie musicale, mais à Montréal, là, on est en 1986-87, il n'y en avait pas, là. Il fallait s'expatrier à Broadway, à New York. Toronto commençait, il y avait le Ryerson School qui commençait à en avoir, mais c'était pas hot. Et il y avait le West End à Londres. Fait que j'ai dit, ben écoute, moi, j'avais entendu parler d'une école de comédie musicale qui s'appelait The American Musical and Dramatic Academy. Et j'ai dit, ben écoute, je vais postuler. Moi, j'ai jamais cru tu sais, je suis né pour un petit pain, là. Parce que moi, je suis très francophone. Donc, déjà, aller étudier en anglais aux États-Unis, c'était quelque chose. Et donc, je suis parti. Et en fait, j'ai auditionné à Toronto pour l'École de New York. Je l'ai eu avec une bourse, encore une fois, et une bourse du Québec, en fait, parce que ça coûtait 20 000 $ par année, juste d'études là-bas. Mes parents n'avaient pas les moyens. Puis moi, c'est sûr que non. Donc, j'ai réussi à obtenir la moitié si tu veux, du paiement en bourse par l'école. Puis le gouvernement du Québec, parce que j'avais eu des critiques dans les journaux en disant que Martin Bédard est une des plus belles voix du Québec à retenir, nanana, ça m'a permis de monter un dossier. Et je suis allé chercher aussi une bourse du gouvernement du Québec pour couvrir l'autre 20 000, donc le 10 000 $ qui me manquait, américain. Fait que je suis parti pendant 2 ans faire une école de comédie musicale à New York. J'ai tellement trippé, là. Écoute, je suis arrivé là, c'était comme Fame. Pour ceux qui... toi, tu dois connaître ça, Gilles. Fame, quand tu arrives à cette école-là, tu es encore en train d'auditionner. Puis là, ils t'auditionnent pour te classer dans les classes. Écoute, les gens commençaient à jouer au piano, à chanter, à blower, à danser. Dans la classe d'audition, moi, j'en revenais pas. Écoute, c'était un rêve là, qui se réalisait. Oui, puis il y a beaucoup de talent, hein? C'est impressionnant. Le niveau du talent que tu peux voir dans le corridor de l'école, justement, tu sais. Oui, absolument. Oui, c'est impressionnant. Et ça continue. Oui, ben en fait, là, donc, j'ai étudié là-bas. Et là, je me suis dit, ben moi, je ne veux pas arrêter ça. Revenir à Montréal, je ne voulais pas revenir à Montréal parce que, encore une fois, à cette époque-là, il y avait une comédie par année, puis encore. Puis une comédie musicale, je veux dire. Puis alors qu'à New York, il y en a de partout. Il y a des gens qui viennent de partout pour faire ça. Alors, je suis resté là-bas. Je suis resté là-bas pour une dizaine d'années. Et là, tout de suite après mon école, j'ai eu ma graduation en 93. Et là, j'ai commencé, mon premier show, c'était 42nd Street. Et ça, c'est un show de claquettes, une comédie musicale. Et là, il faut que je te raconte quelque chose, Gilles, parce que moi, je trouve ça très drôle, cette affaire-là. Quand j'ai reçu là, aux États-Unis, ils ne travaillent pas comme ici. Hein? Moi, j'avais fait quelques petits contrats ici, mais rien trop d'impressionnant. Mais tu sais, quand même, je savais un peu comment ça roulait, comment ça marchait un peu la business. Tu sais. Et là-bas, quand j'ai reçu par courrier mon horaire, là, je ne me souviens plus des dates, mais mettons, notre répétition commençait le 1er mai. Puis là, je vois que la première, c'était le 14 mai. Bien là, je dis, ben non, il y a une erreur certaine. 14 jours, monter un show, il faut que tu apprennes les paroles, les chorégraphies, tu as les costumes qu'il faut qu'ils te fassent, il faut que tu apprennes la mise en scène. Il y a plein de choses à apprendre, là. Fait que j'appelle la coordonnatrice, puis j'ai dit oui, bonjour, je suis Martin Bédard, je suis dans la production de 42nd Street qui s'en vient. Oui, M. Bédard, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais parce que j'ai reçu mon horaire, puis je pense qu'il y a un horaire. On va regarder ça avec vous, certainement. Je dis ça, mettons du 1er, puis là, le 14 000. Ah non. Elle dit, c'est bon. Elle dit, puis elle dit l'avant-première est le 12 mai. Écoute, moi, là, Gilles, j'ai capoté. J'ai appelé mes parents en pleurs. J'ai dit, voyons donc, j'ai un show à monter, je veux dire, à jouer dedans, à apprendre en 12 jours.
C'est ça, les États-Unis. Mais il faut dire là-bas, c'est du temps plein. Hein? Tu commences à répétition à 10 heures le matin, puis tu finis à 10 heures le soir. Puis tu fais ça 12 jours de suite. Puis quand tu as des trous, c'est là que tu vas au costume, puis ils te font les costumes sur mesure, puis ouais, donc tout ça. Moi, j'avais un changement de costume qui était de 8 secondes. 8 secondes là, pour changer, tu as un top hat, tu as un chapeau, tu as des gants, tu as un veston, tu as une chemise, tu as une cravate, un nœud papillon, tu as des pantalons, bien sûr. Et bon, là, tu gardes les mêmes souliers parce que mais c'est quelque chose. Ils sont super organisés là-bas, tu sais. Et donc là, je suis rendu que je fais des shows aux États-Unis. Pendant 10 ans, j'ai fait des shows aux États-Unis. Mais tu en as fait, d'après si je comprends bien, tu en as fait une vingtaine. J'ai fait à peu près une vingtaine de shows. Écoute, j'ai fait des créations qui ont Queen Esther, Yes, There is a Santa Claus. C'est des shows qui ont été comme nulle part, là, qu'on appelle des world premiere, mais qui n'ont pas été, mais ça aurait pu être des succès. Puis j'ai fait beaucoup de productions, Hello Dolly, Funny Girl, 42nd Street. Et j'ai été engagé aussi en 94, me semble, sur le bateau croisière pour un contrat de 10 mois. Et ça, c'était mon premier contrat où j'étais engagé comme chanteur soliste. Avant, ma danse, moi, était très forte. Fait que comme danseur, j'ai eu beaucoup de contrats comme de chorus boy qu'on appelle, donc dans le chœur, en dansant, puis je chante, mais la danse est prédominante. Là, c'était la première fois que j'étais engagé comme chanteur. Ça, c'était une très grande fierté pour moi. Puis en plus, j'ai réalisé que les chanteurs sont mieux payés que les danseurs et ils travaillent moins. Hein? On n'oublie pas mon petit côté paresseux que j'avais. Parce que les danseurs, à chaque fois, pas à chaque fois, mais régulièrement, il faut répéter les chorégraphies. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à les costumes. Il ne faut pas que ça bouge, rien. Nanana. Il y a une discipline, une rigueur en danse que les autres choses que j'ai faites dans ma vie n'ont pas, dont le chant. C'est sûr que ça demande une rigueur, le chant. Ça demande de faire des vocalises, ça demande un entretien vocal, ça demande une discipline aussi. Mais un coup que tu sais ton show, ben, puis tu es en forme vocalement, écoute, tu as du temps pour toi. En danse, moi, j'en avais pas de temps. Donc, voilà, j'ai continué donc pendant 10 ans. Et puis là, vers la fin de ces 10 ans-là, j'ai créé un spectacle à New York qui s'appelait, je l'ai appelé le Grand Boom Boom. Donc, c'est un spectacle que j'ai présenté à Don't Tell Mama, qui est un piano-bar à New York, c'est un piano-bar, mais en même temps, ils ont des petites salles de spectacle. Donc, pour quelqu'un comme moi qui n'était pas connu, c'est une venue qui est très, très intéressante. Et là, j'ai créé mon show, j'ai produit le show, je l'ai écrit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et je savais que j'allais revenir à faire ça un jour, mais je n'étais pas prêt encore à faire ça. OK, À temps plein. Je suis curieux parce que peux-tu partager avec nous autres un peu plus en détail? Une des curiosités que j'ai, c'est parmi les 20 productions auxquelles tu as participé, est-ce qu'il y en a une qui t'a démarqué plus que les autres, une que tu as préférée, une qui t'a affecté différemment puis plus que toutes les autres? Puis ensuite, pour en revenir à ton show que tu me parlais Le de ton Grand show. Boom Boom. Le boum boum, oui, c'est ça. Ça, je serais vraiment curieux d'avoir plus de détails parce que, tu sais, quand même, créer, construire, développer, monter un show, c'est tout un travail. Puis je pense que ça serait intéressant pour les jeunes aspirants, danseurs, acteurs, chanteurs, whatever, d'entendre un peu c'est quoi le processus, puis ce que ça implique en termes d'engagement, de travail. Parce que des fois, moi, je sais, je peux te dire que je suis entouré de beaucoup de jeunes parce que j'enseigne aussi. Je joue, mais j'enseigne. Puis les jeunes, souvent, ils ont des rêves, mais ils ne réalisent pas entre le résultat final puis le moment où tu arrives à imaginer ton rêve, tout ce que ça implique, ça, en termes de dévouement, de passion, de travail, il y a certaines formes de souffrance aussi là-dedans. Là, tu sais. Fait que si tu peux nous partager un peu cette expérience-là, mais avant ça, je voulais savoir des 20 productions, c'est laquelle qui t'a fait triper le plus? Écoute, c'est dur à répondre, ça.
pour plusieurs raisons, t'aimes une production puis t'aimes mieux l'autre. Pour d'autres raisons, c'est bon. 42nd Street, là, qui était mon premier show, ça m'a marqué parce que, c'était mon premier show professionnel américain. Et c'est une grosse production. 42nd Street, ceux qui n'ont pas vu ça et que vous allez à Broadway, parce que de temps en temps, ça revient. Ils appellent ça des revivals, des comédies musicales qui reviennent. Ça vaut la peine. C'est un gros show de 40, à peu près, on était 38, je pense, ou 42 personnes sur scène. En dansant, en faisant de la claquette, il y a du chant, il y a une histoire intéressante. Justement, c'est l'histoire d'une fille qui veut devenir une vedette sur Broadway. C'est peut-être le show qui m'a marqué à cause du début, à cause de plein de choses. Mais si je prends Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris, c'est un show que j'ai fait aussi. Et ça, c'est juste 4 personnes. Et c'était un de mes plus marquants dans le lead. J'avais des critiques dans les journaux, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était le fun aussi, mais pour une autre expérience, si on veut. Puis, tu sais, aux États-Unis, moi, en anglais, j'ai un accent. Donc, de jouer des premiers rôles en anglais, pour moi, c'était, à moins de travailler vraiment l'accent. Il y en a qui réussissent. Moi, je ne suis pas arrivé. Donc, les premiers rôles étaient pas mal inaccessibles pour moi. Donc, pour avoir des premiers rôles ou être en avant-plan, ben, j'ai compris que peut-être qu'il fallait que je crée mes affaires et d'arrêter d'attendre. Puis encore une fois, on parle de l'âge. J'étais encore jeune, j'étais dans ma vingtaine et tout ça, mais je savais qu'à un moment donné, l'âge me rattraperait puis que la danse, je ne pourrais plus être au top comme j'étais à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à vouloir faire… Moi, j'ai toujours aimé le style cabaret, le style un peu vaudeville. Donc, j'ai commencé à vouloir créer mon show. Puis moi, je ne pensais pas que c'était accessible. Je me disais, bien là, créer son show, ça prend de l'argent, ça prend, je ne sais pas, ça prend des connexions. C'est sûr que quand tu as tout ça, c'est formidable. Mais moi, j'avais rien de ça non plus à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à écrire un show. Je me suis dit, OK, moi, je suis aux États-Unis, je suis à New York spécifiquement, et ma langue, c'est le français. Les gens là-bas adorent les francophones. Donc, j'avais un statut là, si on veut, un intérêt que les gens avaient. Donc, j'ai trouvé comme un intérêt. Il n'y a pas une grosse communauté francophone théâtrale à New York? D'ailleurs, j'ai fait plusieurs doublages de films que j'ai fait à New York en français. Donc, c'est pour te dire qu'il y a une grande communauté francophone et de français à New York. Oui. Il y a toute une industrie de théâtre francophone, non? Aussi? Oui, il y en a qui, oui. Moi, je n'ai pas fait du théâtre francophone, mais il y a des troupes, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui se sont installés là. Et donc, ça leur rappelle, même les Canadiens aussi, les francophones canadiens, les Québécois, qui sont déménagés là-bas. Donc, il y a une communauté. Il me semble que j'ai lu quelque part qu'il y en a genre 100 000 francophones à New York. Ah oui, ça se peut. Ça se peut qu'il y en ait autant. Ben écoute, moi, tu sais, on parle de doublage tantôt. La première fois qu'on m'a dit, Martin, veux-tu faire une audition j'avais un agent pour un doublage, ils veulent un francophone. Ben oui, je me suis dit, on va être 3 dans la salle d'audition. Non, on était 80 gars de mon type de voix, là. À New York, c'est énorme. Quand tu dis, écoute, donc, on va être 3, il n'y aura personne, mais tu sais. Puis c'était je l'ai eu, puis c'était pour la voix de Calvin Klein, CK1.com. En tout cas, ça, c'est une affaire qui était sa radio, qui passait aussi en télévision et radio, que la pub passait. Mais enfin, ça pour te dire que oui, il y a une grande communauté francophone à New York. Mon histoire à moi, je suis parti je suis francophone du Québec. Mes parents sont vraiment parlent anglais. Mon père oublie ça. Et puis, donc, je suis parti de loin, le côté de langue. Mais en même temps, je me suis dit, eux autres, ils sont curieux de savoir ça parce que du bilinguisme aux États-Unis, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus l'espagnol-anglais, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai raconté, moi, le Grand Boom Boom, ça racontait l'histoire que quand j'ai vu les films, par exemple, de Barbra Streisand, que j'aimais beaucoup, moi, je les ai d'abord vus en français parce que c'est ma langue. Tout était traduit. Mais la voix de Barbra Streisand en français… C'est doublé, tu veux dire? Pas traduit, mais doublé. Et moi, quand j'étais jeune, je regardais ça doublé. Alors, c'est pas sa voix à elle? Donc, moi, j'entendais la voix. Enfin, quand elle chante, c'est sa voix. Mais quand elle parle,
J'ai oublié le nom de l'actrice qui doublait Barbara Streisand, mais elle a une voix sophistiquée, alors que Barbara Streisand, qui est juive de Brooklyn, elle a un Ouais, accent assez précis, distinct. ouais. Quand je l'ai écouté en anglais, j'ai fait, ben non, c'est pas elle, mais finalement, c'est ça. Enfin, c'est une autre histoire. Mais donc, j'ai basé un peu mon show là-dessus. Donc, j'ai fait des chansons en français, en anglais, et j'ai fait des covers. Enfin, les gens ont vraiment, vraiment aimé ça. Assez que. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Toi, tu me demandais le processus. Tu sais, donc, pour créer un show comme ça te demande une rigueur, ça te demande une ouverture aussi, d'être prêt à révéler des choses. Peut-être, tu vois. Donc là, il faut que tu te mettes des limites, à savoir qu'est-ce que tu veux révéler, qu'est-ce que tu ne veux pas révéler. Mais en même temps, il faut que tu rendes ça intéressant. Donc, il faut d'abord que tu trouves un sujet. Ensuite de ça, il faut que tu trouves une équipe. Fait que moi, j'avais trouvé un metteur en scène, j'avais trouvé un directeur musical qu'on travaillait ensemble. Eux, je les payais, c'est sûr, je les payais à l'heure. Donc, et après, ben, je me suis trouvé une salle qui était dont tellement maman. Et donc, c'est quand même un processus laborieux. Hein? Monter un show, c'est pas une petite affaire de OK, on monte un show, puis dans la semaine prochaine, je vous me présente ça. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Il faut y croire. Il y a des hauts et des bas, c'est sûr. Il faut que tu y crois plus que moins parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Il y a beaucoup d'embûches financières, d'embûches aussi d'un moment donné, tu veux faire une chanson, mais je ne sais pas, c'est pas une chanson qui te va bien. Donc, faut que tu fasses des bons choix, des choix qui vont justifier ce spectacle-là, en fait. Je ne sais pas Oui. en tout cas, ça répond à ta question, mais monter un show, c'est pas une petite affaire. Il faut vouloir le faire vraiment pour les bonnes raisons. Si on fait ça pour être, pour devenir vedette ou pour, moi, ou pour la gloire, c'est pas les bonnes raisons pour moi. Tu sais, regarde, moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, j'en fais encore, j'en ferai toujours jusqu'à temps que mon corps, ma voix, ma tête va me le permettre. Tu sais, l'été dernier, je sais, je jump un peu d'années, mais j'ai écrit un livre. Alors, ça pour te montrer, là, je suis rendu que ma création est dans l'écriture d'un livre. Donc, pourquoi pas, tu vois? Mais il Ta, ta création, ton show, du début à la fin, là, on parle de combien de temps? C'est 6 mois, 8 mois, un an? Ça m'a pris à peu près, je dirais, ce show-là m'a pris à peu près 9 mois à monter. Et je l'ai présente, moi. 9 mois, je dirais, ça, c'est en faisant 3 fois semaine des répétitions avec mon metteur en scène et mon directeur musical. En Et fait, mon toi, directeur musical. et toi, personnellement, tu mettais combien d'heures de travail par semaine, total, Oh boy, je en tout dirais et que je partout, là? mettais au moins 20 à 25 heures semaine. Plus trois Parce que moi, je répétitions, travaillais aussi. Pardon? plus 3 à 4 répétitions. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Puis Donc, tu travaillais à temps partiel. Tu travaillais à temps partiel quelque part pour gagner ta vie ou payer c'est ton ça, loyer. exactement. Oui, oui. C'est quelque chose, hein, quand même, ouais. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que quand ils disent, tu sais, les acteurs de théâtre, puis les gens qui font du théâtre, puis qui disent, ah ouais, ouais, on sait bien, les autres sont sur la drogue, ils font de l'alcool. Je m'excuse, là. Mais ceux qui font ça à temps plein, là, ne peuvent pas avoir une cadence de faire 8 shows semaine, d'être on, parce que si t'es pas on, là, il y en a 8000 en arrière qui veulent faire ton poste à toi. Fait que attelle-toi, là. Si t'es pas on, ils vont te remplacer. Fait que quand tu montes un show comme ça ou que tu fais des shows, tu es obligé d'être on. Tu sais, c'est pas comme, hey, on a manqué à la prise, on en prend. Je dis pas, puis je veux pas dénigrer le côté acteur Fais de cinéma de attention, télé. là, fais attention, Non, là. non, 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 puis j'en fais de temps en temps un peu de ça, puis c'est fantastique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du live, là, il n'y a rien de plus révélateur. Si tu n'es pas en forme, on va le voir tout de suite. Ça ne triche pas. Tu sais, tu peux pas mentir là-dessus. Non, c'est sûr que c'est la fondation, moi, je pense, de l'artiste, elle est sur les planches, là, pour les danseurs, les chanteurs, les acteurs. C'est là que ça repose. C'est là qu'on se développe, c'est là qu'on grandit, c'est là que notre processus de création, de travail, c'est là que ça se développe. Moi, c'est ce que je crois, c'est sur les planches. Sur les plateaux de tournage, moi, j'ai
mon petit plaisir, ou mon gros plaisir, je devrais dire, mon plus grand plaisir, c'est de travailler sur un plateau de tournage cinéma, tu sais. Mais il reste que j'adore être sur les planches parce que je sais que c'est là que je développe et que je maîtrise mon processus de travail d'acteur, tu sais, puis mon jeu. C'est pas sur les plateaux de tournage. Les plateaux de tournage, pour moi, c'est là où on met de l'avant la limite de notre capacité. Et oui, on peut aller un peu au-delà, surtout si on a un bon réalisateur qui nous soutient. Mais sur les planches, on peut beaucoup plus expérimenter, on peut beaucoup essayer bien des choses que sur un plateau de tournage, on n'a pas la flexibilité, la liberté de faire ça. Tu sais. Donc, c'est sûr que c'est les planches qui est le training ground qu'on dit en anglais pour les artistes de la scène. Oui, tu sais, le show, l'expression le show must go on, là, ben c'est ça, c'est le théâtre. Tu sais, moi, on en a vu des affaires, puis j'en ai fait des affaires sur scène qui n'avaient pas de bon sens. Moi, j'ai vu un gars en faisant un grand battement qui était en périphérie dans mon visuel à moi, qui en faisant un grand battement, il est parti. Il est tombé. Enfin, il ne s'est pas blessé, mais là, j'en ris, mais The Show Must Go On, là, on a continué le show. Là. Ça n'a pas été... Écoute, on reprend le numéro. Non, non, c'est ça la scène. Alors, il y a une adrénaline assez mon Dieu, comment je pourrais dire? Addictive. Là. Je ne sais pas si ça se dit en français. Que tu veux revenir tout le temps. Là, cette adrénaline-là de faire des shows live, là, c'est quelque chose que moi, elle m'habite depuis l'âge de 6 ans. T'sais. Ah oui, je pense qu'on pourrait dire que c'est addictif. On devient accro. On devient accro, c'est ça. On le veut, le rush, le buzz, c'est trippant. Oui, c'est le fun. Le temps passe, puis il y a un de tes projets, par exemple, qui a été pour toi une de tes créations, là, ça t'a vraiment marqué. Ça a été ton projet que tu as fait ici à Montréal, au Rialto. Puis on a un petit vidéoclip. On va regarder ça. Oui, on va regarder le vidéo, puis on revient, puis tu vas nous en parler. C'est un montage que Richard Tifo de Sonex a fait pour toi, parce que lui, il avait filmé, hein, il avait enregistré ton show. Donc, oui. Il nous fait un petit montage de ça. Fait on va regarder le montage, puis après ça, on va revenir continuer ça. Alors... Prenez ce temps pour vous évader. Entrez dans mon imaginaire et créez votre univers. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, c'est à New York que je voulais faire ma vie. J'aimerais tant qu'ils voient que la vie est si belle. Du haut d'un gratte-ciel, on touche presque le ciel. I'll build a stairway to paradise with a new step every day. I'll build a stairway to paradise. Stand aside, I'm on my way. Shout hallelujah. So let's sing a song and just get happy. Cheer again. Happy time. Happy time. Happy night. Happy night. Happy days are here Alors, ça, c'est quand même assez impressionnant. Il y a du costume, il y a du décor. C'est quand même le Rialto, c'est un théâtre, c'est hallucinant ce théâtre, c'est un beau théâtre. Tu nous parles de ça, tu nous partages avec nous. Oui. Ben, moi, je veux déjà parler avant, Gilles. J'ai fait ce métier-là pendant des années, puis à un moment donné, rendu à peu près, je pense, à ma fête de 37 ans, j'ai arrêté le métier. J'ai pris une pause du métier. Ça ne me tentait plus, j'avais plus de plaisir. Et donc, je tournais en rond, je trouvais que ça n'avançait pas. J'ai arrêté pendant quelques années et j'ai recommencé avec ce show-là. Et je me suis dit,
Martin, recommence ce que tu as fait quand tu étais jeune, plus jeune, et qui vraiment te faisait triper. Et encore une fois, c'était la création de mon show. Donc, créer ce spectacle-là qui s'appelait Martin, de la banlieue à Broadway, ça sonne un peu prétentieux, mais beaucoup de gens me disaient ton parcours est très intéressant parce que moi, je suis parti d'une famille très francophone du Québec. Je suis allé étudier où je parlais presque pas l'anglais. Mon anglais n'était pas bon. Et j'ai étudié et j'y ai travaillé. Et j'ai fait quelque chose que j'ai aimé pendant des années, une passion incroyable. Donc, j'ai raconté ce parcours-là avec Martin de la banlieue à Broadway. Et c'est là où j'ai rencontré Richard aussi, parce que je m'étais dit, il y a plusieurs personnes qui... Moi, j'ai fait plus ma carrière aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui ne m'ont pas vu, mes oncles, mes tantes, mais aussi des amis, des gens qui n'ont pas eu la chance de venir me voir en spectacle aux États-Unis. Et c'était pour moi comme un hommage à rendre à ces gens-là, de leur montrer ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans aux États-Unis, puis après ça s'est continué ici. Et j'ai monté ce spectacle-là, encore une fois, en créant l'histoire, en basant, en fait, c'était l'histoire de ma vie, en résumé, bien sûr, à travers les chansons, à travers la comédie musicale. Ce que j'aime, moi, de la comédie musicale, pourquoi ça me fait tant triper, c'est que c'est une pièce de théâtre qui est chantée. Donc, ça veut dire que quand on chante ou quand on danse, c'est les émotions qui nous font chanter ou danser, mais l'histoire continue. Alors, ce n'est pas un concert où, bon, ben, je vais vous chanter cette chanson-là parce que je l'aime bien, puis vous l'aimez bien. Ce que j'aime bien, moi, j'aime bien les concerts, mais encore une fois, c'est pas pour... mais moi, ce que j'aime de la comédie musicale, c'est que ça raconte une histoire de A à Z. C'est une pièce de théâtre, puis l'émotion est passée par le chant et la danse et la musique. Donc, j'ai voulu faire ça. Ce spectacle-là, j'ai voulu faire monter... avec des vrais musiciens live, parce que ça, c'est une autre affaire. Quand je suis revenu à Montréal, le premier show que j'ai obtenu, c'était une bande sonore. Il me dit, le producteur, il me dit, sont où tes tracks? J'ai dit, pardon? Il dit, tes tracks? C'est quoi des tracks? Ben, il dit, ton accompagnement? Ah ben, parce que moi, d'habitude, c'est des musiciens qui m'accompagnent. Alors, il y a une époque ici où, pour sauver du budget, là, il y avait... tu étais accompagné d'une cassette ou d'une bande sonore. En tout cas, tout ça pour te dire que moi, j'avais le goût de me payer des musiciens. Donc, j'avais 3 musiciens live avec nous autres. Et là, j'ai fait appel à 2 amis de New York, 2 filles merveilleuses, Veronica et Liz, qui, je les ai connues à New York, qui, elles, font le métier, sont extraordinaires. Et elles ont accepté avec plaisir. Ils sont venus faire le show avec moi. C'était un show qui a duré une fin de semaine. Et on était donc les 3. Et aussi ma belle-fille, la fille de mon mari, qui, elle, elle a participé aussi au spectacle. Donc, à un moment donné, on était 7 sur scène. Et j'ai fait ça au Rialto, dans la petite salle en haut qui s'appelle le Rialto Hall. Et donc, on a vraiment tout... Les choix de chansons que j'ai voulu... puis j'ai travaillé avec Marc-André Cuillerrier, qui est très réputé à Montréal. Donc, lui, c'était mon directeur musical et lui, il s'occupait d'engager les musiciens. Tous les musiciens étaient fantastiques. Donc, j'ai eu beaucoup... Et puis, évidemment, Richard, qui, lui, a fait la vidéo du spectacle et c'est là que je l'ai rencontré. Et depuis ce temps-là, on fait plusieurs projets ensemble. Donc, tout ça pour dire qu'avec ce show-là, j'ai réussi à exprimer, à expliquer un peu ou à démontrer le parcours que j'ai fait en chanson pendant 2 heures avec une entracte. Puis je voulais une ambiance un peu cabaret. Tu sais, donc, c'était une place où tu as des tables, tu peux prendre un verre. Puis il y avait de la danse, il y avait du chant. J'ai pris le 3/4 de mes chansons, je les ai chantées en français. Donc, même quand elles étaient écrites en anglais, je les ai soit traduites, des fois elles sont déjà traduites, mais je les ai souvent adaptées aussi à mon histoire. Parce que, tu sais, des fois, j'aimais, mettons, une chanson, c'est-à-dire j'aimais la mélodie, j'aimais la musique, mais les paroles ne rejoignaient pas ce que je voulais dire, moi, dans mon histoire. Donc, j'ai changé les paroles à plusieurs chansons pour l'adapter à mon histoire, si tu veux, tu sais. Et je dois dire que les gens ont été vraiment très réceptifs. Il y a eu plus de 300 personnes qui sont venues me voir pendant 2 jours et ils en voulaient encore. Alors, j'étais très content
Et ça m'a comme remis dans le bain. Et j'ai dit à Richard, écoute, Richard, parce que lui, il faisait un montage incroyable j'ai dit, ça ne va pas arrêter là. Moi, je recommence, là. J'ai recommencé à 47 ans, en fait. Mon show, de 37 à 47, je ne faisais pas grand-chose. J'ai fait des pubs, des trucs comme ça. Mais à 47, là j'ai le goût de... Ben là, je suis rendu à 50, mais j'ai le goût de refaire de la scène, mais de le faire à ma façon aussi. Parce que je réalise que j'aime bien aussi contrôler qu'est-ce que je veux dire, comment je veux l'exprimer. J'aime bien avoir... j'ai mon idée, moi, de mise en scène, j'ai mon idée de chorégraphie, de chant. Donc, j'aime bien, mais d'avoir la mainmise un peu partout sur... j'aime ça, là, être le producteur, puis de jouer dedans, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait. C'est une belle combinaison pour moi. C'est ça, ben, c'est parce que tu as le contrôle, tu peux gérer ta création dans tous les aspects. Et ça, c'est dur à battre, la sensation d'arriver à faire ça puis de mener ça à terme. Là. C'est incroyable. Là. Je l'ai vécu à quelques reprises, peut-être même plusieurs, moi aussi. Là. Puis il y a une satisfaction en bout de ligne qui se compare. Il n'y a rien qui se compare à ça, vraiment. On peut avoir des grands plaisirs à faire de vivre toutes sortes d'autres expériences dans le métier, mais il y a quelque chose de spécial de commencer quelque chose au début, de le créer, de le développer et de faire partie de tout ça, de gérer tout ça et de le mener à terme. C'est enrichissant et c'est un vrai bonheur. Ben oui, oui c'est très enrichissant. Il y a une chose qui m'a frappé dans ce que tu disais tantôt. Tu disais que tu aimes la comédie musicale. Ce que tu aimes, c'est qu'à travers les chansons, la danse, c'est du théâtre. Il y a une histoire qui se raconte et que c'est vécu à travers les émotions. Là, on manque de temps. Là, on va conclure, mais je voulais conclure là-dessus parce que je voulais vérifier avec toi. Est-ce que le plaisir pour toi, c'est de vivre l'émotion ou c'est de voyager dans l'univers de vie de ton personnage qui produit en bout de ligne de l'émotion? Est-ce que c'est juste de vivre l'émotion quand tu danses et tu chantes ou c'est de raconter l'histoire et en racontant l'histoire, en étant absorbé dans le vécu de ton histoire qui va générer de l'émotion? Est-ce que le trip pour toi, c'est où exactement dans tout ça? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu le sais? Oui, oui. Ben, pour moi, c'est de raconter. Peu importe, même quand je dansais à 6 ans, là, à 10 ans, puis à 20, puis à 30, puis à 40, chanter, danser, jouer, pour moi, je racontais une histoire. C'était ça. Si les gens je faisais pas voyager les gens, moi, c'était pas... OK. Ma question, c'est est-ce que toi aussi, tu voyages dans ton histoire quand tu la racontes? Parce que tu dis faire voyager les gens, mais est-ce que toi, tu voyages? Ah ben oui. Ben moi, comment je peux dire ça? Moi, ben là, c'est sûr que quand mon dernier show, là, on parle de ma vie, fait que c'est sûr que ça me rejoint à deux facettes, tu sais. C'est plus juste l'acteur, mais c'est vraiment, je revis des choses pour de vrai. Mais c'est, admettons, je prends un show que c'est pas Martin Bédard que je joue, j'embarque dedans, ce que je raconte, j'y crois d'abord, tu vois. Fait que je me prends je sais pas si je réponds bien à ta question, mais je me prends par surprise à voyager par le personnage, en fait, pour raconter cette histoire-là. Pour moi, moi, il n'y a pas un show que je fais pareil, dans le sens où je le vis vraiment au moment présent. T'sais. Enfin, il y a beaucoup de préparation, là, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est il n'y a rien de plaqué. T'sais. Toi, c'est quoi exactement dans ton processus? Ben, tu vois, moi, c'est peut-être plus dans de voir comment les gens réagissent à ça. Pas dans le sens... Mais surtout quand je crée mes propres shows, j'aime bien aller valider, voir si les gens ont aimé ou n'aiment pas. Peu importe, je suis toujours curieux de savoir comment que ça a été perçu, en fait. Puis moi, mon but premier, c'est de les faire voyager, eux, avant moi, en fait. Puis
quand le travail est fait, tu voyages. Ben moi, en tout cas, je voyage forcément dedans. Mais c'est d'abord le public pour moi que je veux qui voyage. C'est comme ça, moi, c'est comme ça que je trouve mon plaisir. C'est drôle parce que le résultat, il est le même, mais notre perception n'est pas la même parce que moi, je me dis, si moi j'arrive à voyager, ils vont voyager avec moi, tu sais. Ah Fait que oui, le résultat, il est le même, oui. mais notre perception de comment on y arrive est différente. Mais écoute, il faut que je te dise bye parce que on n'a plus de temps, mais je suis content qu'on finisse là-dessus. Merci de me recevoir, Gilles. C'est un vrai plaisir. Merci. Merci à toi beaucoup d'avoir accepté de venir raconter un peu ton histoire de vie, tout ça. Puis j'espère que ça t'a fait plaisir de revivre tous ces souvenirs. Puis nous autres, ça nous a fait bien plaisir d'entendre ça. Puis je suis certain que ça va inspirer beaucoup de jeunes qui sont attirés à la comédie musicale, à la danse, tout le mélange de l'interprétation avec la danse et le chant. Je suis certain que ça va être une de nos épisodes qui va servir à inspirer ces jeunes-là. Alors, merci beaucoup à toi, Martin. Ça me fait plaisir. Merci, Gilles. Salut! Bye!